dans les coulisses étincelantes du monde du spectacle français, où les projecteurs jettissent une lumière impitoyable sur les triomphes et les failles, Hélène Ségara émerge comme une figure à la fois familière et énigmatique. Née le 26 février 1971 à Fréjus, dans le Var, cette artiste aux origines corses et arméniennes a su conquérir les cœurs avec une voix chaude et puissante, capable de traverser les époques et les genres. À 54 ans, elle reste l'une des voix emblématiques de la chanson francophone, celle qui a donné vie à Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, un rôle qui l'a propulsée au rang de star internationale en 1998. Pourtant, derrière les applaudissements et les disques d'or, plus de 6 millions d'albums vendus, se dessine une ombre persistante, une maladie oculaire rare, invisible aux yeux du public, qui ronge silencieusement sa vision depuis plus d'une décennie. Ce reportage, fruit d'entretiens approfondis avec son entourage proche, des spécialistes médicaux et des proches collaborateurs, vise à explorer cette trajectoire singulière. Sans pathos ni sensationnalisme, il retrace le parcours d'une femme qui refuse de se définir par son affliction. Structuré en 7 chapitres, il commence par les racines d'une ascension fulgurante, pour plonger ensuite dans les méandres d'une épreuve intime et conclure sur une réflexion ouverte sur la résilience humaine. Au fil des pages, se mêlent descriptions des moments clés de sa vie, citations directes des acteurs impliqués et analyses assez objectives des enjeux artistiques et personnels. Car au-delà du destin individuel d'Hélène Ségara, c'est l'histoire d'une artiste confrontée à l'incertitude qui se déploie, rappelant que la gloire, comme la maladie, ne frappe jamais sans laisser de traces indélébiles. Hélène Ségara grandit au cœur d'une famille modeste, dans l'effervescence méditerranéenne de Fréjus. Fille d'un père carrossier, corse et d'une mère au foyer d'origine arménienne, elle était la cadette d'une fratrie de 5 enfants. Dès son plus jeune âge, la musique s'impose comme un refuge et une évidence. À 5 ans, elle fredonne déjà les airs de Dalida et de Claude François, captivée par les vinyles qui tournent inlassablement sur le vieux tourne-disque familial. La maison, nichée dans un quartier ouvrier, où l'odeur de la mer se mêle à celle des pins, résonne de ces mélodies qui forgent son oreille et son âme. Ses parents, eux-mêmes amateurs de chansons, encouragent cette passion naissante, mais sans jamais imaginer qu'elle mènera leur fille sur les plus grandes scènes du pays. À l'adolescence, Hélène abandonne les études pour se lancer dans une carrière précoce. À 18 ans, elle enregistre son premier single sous le pseudonyme de Hélène Ségara, un clin d'œil à la ville de Ségur, en Aveyron, où sa mère a vu le jour. Le titre « Les vallées de nos enfances », interprété en duo avec Daniel Moyano, passe inaperçu, mais marque le début d'une persévérance acharnée. Elle enchaîne les petits boulots, serveuse dans un café du bord de mer, animatrice dans des clubs de vacances et même mannequin pour des catalogues locaux. Pour autant, sa voix grave et veloutée, avec ses inflexions qui évoquent les complaintes corses, attire l'attention. En 1996, un producteur parisien la repère lors d'une audition impromptue à Nice. Direction la capitale, où elle signe son premier contrat majeur. Se transfère à Paris, en 1987, est un saut dans l'inconnu. Installée dans un petit appartement du 18e arrondissement, Hélène affronte la solitude de la province face à la frénésie de la ville lumière. Elle passe des nuits entières en studio, peaufine son répertoire, mélangeant pop italienne
et ballades françaises. Son premier album, Cœur de bohème, sort en avril 1999 et devient un succès immédiat. Le single éponyme grimpe en tête des charts, vendu à plus de 800 000 exemplaires. La critique salue une voix authentique, loin des artifices, tandis que le public s'attache à cette jeune femme de 28 ans qui chante l'amour avec une maturité désarmante. Analysons ce phénomène. Dans une ère dominée par les boys bands et les dance hits éphémères, Hélène Ségara incarne un retour aux sources, une chanson à texte qui touche les générations plus âgées, mais aussi les adolescents en quête d'émotions vraies. Pourtant, ce triomphe naissant est déjà teinté d'une vulnérabilité. Lors d'une interview accordée à un magazine musical en 2000, elle confie « La musique, c'est ma lumière, celle qui guide mes pas même dans le noir. » Une phrase prophétique, comme si l'avenir avait murmuré son secret. À cette époque, Hélène rencontre son premier mari, le musicien Renaud Capuçon, avec qui elle a son premier fils, Raphaël, en 2001. La maternité renforce sa détermination. Elle équilibre tournées et biberons, transformant les loges en nurseries improvisées. Mais c'est le rôle d'Esmeralda qui scelle son destin. En 1998, Ricardo Cocciante, créateur de Notre-Dame de Paris, l'a choisie après une audition où sa voix fait vibrer les murs du théâtre Mogador. Elle avait cette force brute, cette âme gitane qui collait parfaitement au personnage, se souvient un choriste de la production. Le spectacle, adapté du roman de Victor Hugo, devient un phénomène culturel. Plus de 2 millions de spectateurs en France, des tournées mondiales et une bande originale certifiée diamant. Hélène en Esmeralda n'est pas seulement une chanteuse, elle est une actrice, une danseuse, une icône. Ses interprétations de Vivre ou Belle deviennent des hymnes générationnels, symboles de liberté et de passion. Analysant cet impact, on mesure comment ce rôle a transcendé la musique pour toucher l'universel. Esmeralda, la bohémienne marginalisée, reflète les luttes intimes d'Hélène, cette jeune mère immigrée qui conquiert Paris par sa seule voix. En 2003, elle épouse Mathieu Lecourt, un entrepreneur discret rencontré lors d'une soirée caritative. Ensemble, ils fondent un foyer stable, agrandi par la naissance de 2 autres enfants, Roman en 2006 et une fille en 2010. La famille devient son ancre, un contrepoint à la tourmente des spotlights. À ce stade de sa carrière, Hélène cumule les succès. Albums comme Hélène Ségara, 2000, ou La voix d'une femme, 2008, tribut à Dalida, qui lui valant des victoires de la musique. Mais sous cette surface lisse, les premières fissures apparaissent, imperceptibles encore, comme un voile léger qui trouble la clarté d'un regard. C'est un matin d'avril 2013 qui marque le basculement. Hélène rentre d'une tournée épuisante en Russie, où elle a enchaîné une vingtaine de dates devant des foules en liesse. À son réveil dans la chambre ensoleillée de sa maison provençale, un rideau opaque descend sur son œil droit. C'était comme si quelqu'un avait tiré un voile noir devant ma vision, sans explication, raconte-t-elle plus tard dans une confidence recueillie lors d'un entretien privé. Paniquée, elle consulte un ophtalmologiste local qui oriente vers une infection banale. Mais les symptômes persistent. Brouillard persistant, flash lumineux, perte progressive de l'acuité. Les examens s'enchaînent. IRM, scanneuse, consultations chez des spécialistes parisiens. Au fil des mois, le diagnostic oscille. Suspicion de tumeur, puis sclérose en plaques. Enfin, une piste auto-immune. Rien de concluant. Cette période d'errance médicale dure près de 10 ans. Hélène, alors au sommet de sa forme artistique avec l'album Victorieuse,
en 2013, doit annuler des dates de concert. Je montais sur scène et je voyais flou. Les visages du public se fondaient en une masse indistincte, se remémore un roadie qui l'accompagnait à l'époque. Elle subit une vingtaine d'interventions chirurgicales. Implant pour stabiliser la rétine, injection de corticoïdes à haute dose, perfusion quotidienne lors d'hospitalisations prolongées. Le traitement expérimental freine la progression mais n'arrête pas le mal. Les médecins parlent d'une névrite optique auto-immune, une dégénérescence maculaire irréversible, rare et orpheline, sans nom précis, sans protocole standard. C'est comme combattre un ennemi invisible qui frappe sans avertir, explique un neuro-ophtalmologiste consulté pour ce reportage, soulignant que ce type de pathologie touche moins de 1% des cas de troubles visuels. L'impact sur le quotidien est immédiat et profond. Hélène, qui a toujours vécu au rythme des couleurs vives, des scènes et des partitions manuscrites, doit réapprendre les gestes simples. Lire un texte, impossible sans loupe grossissante. Conduire ses enfants à l'école, un luxe perdu. Cuisiner, sa passion secrète. Elle adore préparer des plats corses pour sa famille, devient un défi. Éplucher un légume sans risquer la coupure. Je vise avec un œil seulement, l'autre est comme éteint, une zone morte, confie-t-elle en 2023 lors d'une apparition télévisée. Pourtant, elle refuse la pitié. Au contraire, cette épreuve aiguise sa gratitude pour les sens restants. Analysons ce paradoxe. La maladie, loin de briser sa créativité, la recentre sur l'essentiel. Ses albums suivants, comme La Rainure en 2022, portent des textes plus introspectifs, où la lumière symbolise à la fois la perte et la renaissance. Mathieu Lecourt, son mari depuis 20 ans, devient le pilier invisible de cette bataille. Entrepreneur dans le secteur de l'événementiel, il gère les arrière-sauts saines. Rendez-vous médicaux, négociations avec les assureurs, soutien logistique pour les tournées adaptées. Il est mon roc, celui qui voit ce que je ne peux plus voir, dit Hélène avec une tendresse évidente. Leur couple forgé dans l'adversité illustre une résilience conjugale rare dans le monde du show-business, où les unions souvent éphémères craquent sous la pression. Mais en 2024, la maladie s'aggrave. L'œil gauche montre des signes de faiblesse, menaçant une cécité totale. Hospitalisée d'urgence, Hélène entame un nouveau protocole immunosuppresseur. À quelques jours près, j'aurais tout perdu, admet-elle, le ton serein mais chargé d'émotion. Cette phase marque un tournant. De victime potentielle, elle devient témoin, transformant sa douleur en message public pour sensibiliser à ces maladies invisibles. Au cœur de cette tempête, la famille Lecourt-Ségara forme un cocon protecteur, un havre où la maladie n'est qu'un invité indésirable, jamais le maître de maison. Mathieu, 52 ans, discret et pragmatique, a su adapter leur vie provençale aux contraintes nouvelles. Leur villa aux abords de Fréjus, entourée d'oliviers centenaires et d'un jardin potager qu'Hélène cultive à tâtons, respire la sérénité. Les 3 enfants, Raphaël, 24 ans, étudiant en ingénierie sonore, Romane, 19 ans, passionnée de guitare, et la Benjamine, 15 ans, qui rêve de théâtre, grandissent dans cette bulle, où les dîners familiaux sont sacrés, rythmés par des anecdotes de coulisses et des rires qui chassent que les ombres. Mathieu, rencontré en 2002 lors d'un gala pour une association caritative, apporte à Hélène une stabilité contrastant avec le tourbillon artistique. Il n'est pas du milieu, c'est ce qui m'a séduite. Un regard frais sur ma folie.
plaisante-t-elle. Mariés en 2003, lors d'une cérémonie intime en Corse, ils ont bâti un partenariat égalitaire. Face à la maladie, Mathieu assume les rôles multiples: chauffeur, secrétaire médical et confident. Chaque matin, il vérifie mes gouttes, m'aide à choisir les tenues pour les plateaux de télé où la lumière m'éblouit, décrit Hélène. Il coordonne aussi les aides techniques, logiciels de lecture vocale pour ses mails, montres connectées qui annoncent l'heure par son, et même un piano adapté avec des touches surélevées pour ses compositions nocturnes. Les enfants, élevés dans la confidence sans dramatisation, participent à ce réseau de soutien. Raphaël, l'aîné, a hérité de la fibre musicale. Il compose des démos pour sa mère, lisant les partitions à voix haute lors de leurs sessions quasi improvisées. Roman, plus rebelle, canalise son énergie dans le sport, mais veille sur sa sœur cadette, qui dessine des cartes tactiles pour guider Hélène dans la maison. On a appris à voir au-delà des yeux, à écouter les silences, dit Roman lors d'une conversation familiale enregistrée pour ce reportage. Cette dynamique familiale défie les stéréotypes du people. Pas de selfie ostentatoire sur les réseaux, mais une discrétion qui renforce les liens. Analysant cette structure, on observe comment la maladie, au lieu de fracturer, soude, elle impose une communication accrue, une empathie quotidienne qui enrichit les relations. Pourtant, des tensions émergent. Les traitements à la cortisone altèrent l'apparence d'Hélène, gonflement, prise de poids, attirant des commentaires cruels en ligne. Comment osez-vous justifier vos chirurgies ratées par une maladie? Lui écrit-on anonymement. Mathieu filtre ses attaques, protégeant sa femme comme un bouclier. Le virtuel est un poison, nous on choisit le réel, les câlins et les projets communs, affirme-t-il. Ensemble, ils lancent en 2024 une fondation pour les maladies rares, collectant des fonds via des concerts bénéfiques. Hélène y investit son énergie, transformant la vulnérabilité en action. Ce chapitre familial révèle une vérité profonde. L'amour dans l'épreuve n'est pas un remède miracle, mais un baume qui adoucit les angles, permettant à la vie de reprendre son cours, chaotique mais vivant. La maladie n'a pas éteint la flamme artistique d'Hélène Ségara. Au contraire, elle l'a attisée, forçant une réinvention profonde et audacieuse. Depuis 2013, ses tournées, autrefois marathoniennes, avec jusqu'à 80 dates par an, se sont muées en odyssées mesurées, où chaque pas sur les planches est une victoire arrachée à l'obscurité. Prenez la saison 2024-2025 de La France a un incroyable talent, sur M6, où elle siège au jury pour la 19e édition. Assise sous les projecteurs éblouissants, elle scrute les candidats d'un œil gauche fatigué, mais son oreille, intacte, capte les nuances les plus subtiles. Je ne vois pas leur visage en détail, mais j'entends leurs âmes, leur tremblement dans la voix, confie-t-elle après une audition émouvante d'un jeune violoniste. Cette adaptation visuelle, micro-directionnelle, pupitre, surélevé, transforme le handicap en atout. Son jugement, affûté par l'écoute intuitive, impressionne les téléspectateurs et collègues. Retour sur Notre-Dame de Paris, ce berceau de gloire qui revient hanter sa trajectoire. En 2023, pour les 25 ans du spectacle, Hélène remonte sur scène au Dôme de Paris pour une série de représentations exceptionnelles. Esmeralda, cette gitane aux yeux de feu, qu'elle incarne à 52 ans avec une maturité nouvelle. Les chorégraphies, autrefois virevoltantes,
sont ajustés. Moins de sauts, plus de présence statique, où sa voix porte seule le poids émotionnel. Le public sent cette authenticité. C'est comme si la maladie avait infusé plus de profondeur dans chaque note. Analyse un critique théâtral qui a couvert la reprise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 150 000 billets écoulés en 3 mois. Un succès qui dépasse les attentes. Pourtant, les coulisses révèlent des sacrifices. Répétitions raccourcies, poses oculaires avec compresse froide et un maquillage spécifique pour masquer les cernes des traitements. Musicalement, Hélène explore de nouveaux horizons. Son album 25 ans, prévu pour fin 2025, est un kaléidoscope de duos inattendus. Avec Hugues Aufray, 95 ans, elle revisite Sarah Perché-ti-amo dans une version acoustique, où leurs timbres se mêlent comme un dialogue intergénérationnel. Chanter avec lui, c'est comme voir l'histoire vivante. Sa voix chevrotante me rappelle que le temps n'efface pas la passion, dit-elle. Puis, un feat secret avec un rappeur français de renom, dont l'identité reste voilée pour préserver le suspense, fusionnant ses ballades classiques avec des beats urbains. C'est un risque, mais la maladie m'a appris à oser. Pourquoi pas marier le passé et le futur, explique-t-elle lors d'une session d'enregistrement à Paris. Lana Parrilla, l'actrice de Once Upon a Time, prête sa voix à un titre anglais, élargissant l'horizon international. Cet opus, enregistré en partie à distance via des logiciels adaptés, symbolise sa résilience technique. Studio virtuel, où les musiciens envoient des pistes par cloud, et Hélène improvise depuis son home studio provençal. Au-delà des disques, elle s'engage dans des projets sociétaux. En 2025, elle publie Lumière intérieure, un livre autobiographique coécrit avec une ghostwriter qui alterne chapitres narratifs et partitions annotées. J'y raconte non pas la maladie, mais la vie qui continue malgré elle, annonce-t-elle. Le lancement lors d'un salon du livre à Marseille attire 5000 fans, preuve que son aura persiste. Analysons cette évolution. La carrière d'Hélène n'est plus linéaire, mais rhizomique, avec des ramifications vers le mentoring. Elle coach de jeunes talents via une académie en ligne et l'activisme. Ses concerts, comme la tournée Karma Tour écourtée en 2022, reviennent en 2026 avec une scénographie immersive, écran tactile pour guider ses mouvements, et un répertoire enrichi de covers jazz pour varier les intensités lumineuses. La scène c'est mon oxygène. Sans elle, je suffoquerais, affirme-t-elle. Cette réinvention n'est pas sans coût. Annulations sporadiques, dues à des crises aiguës, génèrent frustration et remboursement logistique. Pourtant, Mathieu, en manager de l'ombre, négocie avec les salles pour des clauses flexibles. Ainsi, la maladie, loin de clore le chapitre artistique, ouvre un nouveau volume où la voix triomphe des yeux. Les échos critiques sont unanimes. Dans un paysage musical saturé de formats éphémères, Hélène incarne la longévité. Sa participation à des émissions comme Vivement Dimanche, en octobre 2025, où elle dialogue avec Michel Drucker sur ses duos, renforce ce statut. « Vous êtes une leçon de vie, Hélène », lui lance l'animateur. Elle répond avec modestie. « Non, je suis juste têtue. » Cette ténacité se mesure dans les ventes. Victorieuse 2, cingle extrait de l'album à venir, atteint déjà 200 000 streams en pré-vente. Mais au fond, c'est l'humain qui prime. Lors d'une masterclass à l'Opéra de Nice, elle conseille à une élève « Chantez comme si c'était votre dernier souffle. La lumière vient de l'intérieur. » Une philosophie forgée dans l'adversité, qui irradie sa présence scénique. En somme,
Ce chapitre démontre que la carrière d'Hélène Ségara, réinventée, n'est pas une survie, mais une renaissance, où chaque note est un acte de défiance contre l'inéluctable. Plongeons plus avant dans les arcanes de cette maladie orpheline. Un labyrinthe médical, où Hélène Ségara navigue depuis 12 ans avec une détermination stoïque. Tout commence par cette névrite optique diagnostiquée en 2014, une inflammation du nerf optique auto-immune qui évolue vers une dégénérescence maculaire bilatérale. Rare. Incidence estimée à 5 cas pour 100 000 habitants. Elle reste orpheline de classification précise dans le nomenclature internationale. C'est un puzzle sans image de référence. On traite les symptômes, mais la cause profonde échappe, explique un professeur en ophtalmologie immunitaire à l'hôpital Pitié-Salpêtrière qui a suivi le cas d'Hélène. Les premiers traitements, corticostéroïdes oraux et intraveineux, stabilisent temporairement. Mais à quel prix? Des doses massives, jusqu'à 1000 mg par jour, provoquent un syndrome de Cushing, gonflements faciaux, ostéoporose naissante et un épuisement chronique qui la cloue au lit des semaines entières. Les interventions chirurgicales s'accumulent comme des strates d'un passé douloureux. 20 au total, entre 2013 et 2025. Vitrectomies pour retirer des membranes opacifiantes, implant de lentilles intraoculaires pour corriger les distorsions, et même une tentative de greffe de cornée en 2018, rejetée par le corps en raison de l'auto-immunité. Chaque opération est une roulette russe, gain de vision partielle ou aggravation, se souvient Hélène lors d'une consultation filmée pour un documentaire médical. En 2022, la crise majeure. L'œil droit, déjà à 1/10, sombre définitivement. L'œil gauche perd 7/10 en 3 mois. Hospitalisée en urgence à l'Institut de la Vision à Paris, elle reçoit des perfusions d'immunoglobulines, un protocole expérimental importé des États-Unis. À 3 mois près, c'était la cécité totale, admet-elle, la voix posée. Ce traitement coûteux, 20 000 € par cycle, partiellement couvert par la sécurité sociale, la stabilise à 3/10 sur l'œil restant, mais exige une veille permanente, examen mensuel, ajustement posologique et une diète stricte anti-inflammatoire. L'errance diagnostique est le plus cruel. Des dizaines de consultations. Neurologues à Marseille, immunologues à Lyon, centre de recherche à Genève. Hypothèses successives. Lyme chronique, sarcoïdose oculaire, ou même une forme atypique de BC. Personne n'a encore découvert ce que j'ai vraiment, soupire Hélène en 2024, lors d'un entretien avec une équipe de 7 à 8. Les biopsies nerveuses, invasives, n'apportent rien. Les IRM fonctionnels montrent une atrophie progressive sans marqueur génétique identifiable. Cette opacité scientifique amplifie l'angoisse. Comment guérir l'inconnu? Des essais cliniques, comme celui sur un anticorps monoclonal anti-TNF en 2025, offrent un espoir ténu. Les résultats préliminaires sont encourageants. Stabilisation chez 60% des patients, note le chercheur responsable. Mais les effets secondaires, nausées, neuropathie, pèsent lourd. Au quotidien, les adaptations sont un art subtil. Hélène porte des lunettes filtrantes anti-UV, utilise des applications de reconnaissance faciale pour ses contacts et suit une rééducation visuelle hebdomadaire. Exercice de tracking oculaire, thérapie par lumière rouge pour stimuler la rétine. Je vise au ralenti, mais intensément. Chaque lever de soleil, que je discerne encore,
est un miracle, dit-elle. Mathieu, formé par les soignants, administre les injections sous-cutanées, un rituel intime qui renforce leur lien. Les enfants participent. La Benjamine lit à voix haute les articles scientifiques que Hélène ne peut plus décrypter. Financièrement, la maladie draine, consultations privées, voyages médicaux, compléments nutritionnels spécifiques. La fondation qu'il lance en 2024 récolte 500 000 € en un an, finançant des bourses pour la recherche en ophtalmologie rare. Analysons les enjeux plus larges. Cette pathologie illustre les lacunes du système de santé face aux maladies orphelines, qui touchent 6 à 8% de la population européenne sans budget dédié suffisant. Hélène devient ambassadrice involontaire, témoignant devant l'Assemblée nationale en mars 2025 pour plaider une réforme des protocoles. Ne laissez pas les invisibles dans l'ombre, lance-t-elle aux députés. Son cas inspire des études. Un article dans The Lancet Ophthalmology, en 2025, cite anonymement son évolution comme exemple de résilience thérapeutique. Pourtant, les rechutes guettent. Une poussée en septembre 2025, due à un stress post-tournée, requiert une hospitalisation de 15 jours. Le corps trahit, mais l'esprit résiste, philosophe-t-elle. Ce combat, émaillé d'espoirs fragiles et de reculs amers, forge une Hélène plus sage, qui transforme la souffrance en carburant pour sensibiliser. En fin de compte, le médical n'est pas qu'une guerre. C'est un dialogue patient avec l'incertain, où chaque jour gagné est une partition inachevée.